BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et avec nous aujourd'hui, Natacha Valla, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po. Bonjour Natacha, on va évidemment revenir en longueur sur cette réunion de la Banque Centrale Européenne cet après-midi. Nous serons en édition spéciale sur BFM Business, bien sûr, dès 14h, quelques jours après la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. Le consensus reste sur une hausse des taux de 0,75%. Alors évidemment, on est en pleine période d'incertitude. Rappelez-nous, Natacha, en quoi c'est essentiel d'accélérer sur les taux, d'accélérer ce resserrement de la politique monétaire de la BCE? Alors, en réalité, pour les banques centrales, de façon générale, il y a des horizons différents sur l'inflation. On regarde l'inflation qui est réalisée, c'est-à-dire l'inflation des prix à la consommation que l'on observe aujourd'hui, et l'inflation telle qu'elle est anticipée, c'est-à-dire ce que pensent les agents, les ménages, les entreprises, les opérateurs de marché sur les taux d'inflation qui vont prévaloir dans un trimestre, 2 trimestres, 1 an. Et on observe aujourd'hui dans l'inflation réalisée dans la zone un taux très très élevé, plus élevé que ce qu'on imaginait même lorsque les dernières prévisions d'inflation de la BCE qui ont été publiées au mois de juin sont sorties. Donc aujourd'hui, c'est très important que cette inflation réalisée ne se transmette pas dans les taux d'inflation anticipés. Donc aujourd'hui, il faut que la Banque centrale montre qu'elle est centrée sur son mandat principal qui est la stabilité des prix. Et puis, le deuxième aspect important dans ce processus de décision, qui n'est pas univoque non plus, on pourra en parler un petit peu plus tard, c'est qu'on a bien sûr de l'incertitude sur toujours cette fameuse croissance potentielle dans la zone euro. Et si la croissance potentielle de la zone euro est un petit peu plus basse que prévu, ça veut dire que la croissance réalisée est plus haute par rapport à la croissance potentielle, donc la tension inflationniste est relativement forte, moindre certes qu'aux États-Unis, mais suffisamment forte pour qu'on puisse souhaiter freiner l'économie suffisamment tôt. Justement, vous parlez des États-Unis. Est-il pertinent de comparer, ce que je demandais à Jean-Marc tout à l'heure, de comparer les actions de nos banques centrales respectives? Est-ce que on dit qu'on est en retard sur les actions de la Réserve fédérale? Est-ce que finalement c'est pertinent de comparer? Alors, oui et non. Non, parce que la conjoncture américaine est beaucoup plus soutenue pour différents facteurs qu'on connaît bien, mais la conjoncture demande à ce qu'on freine l'activité économique, et c'est la politique monétaire qui est bien placée pour le faire. D'autant plus que aux États-Unis, on a une articulation entre la hausse des taux et la réduction de la taille du bilan qui est bien enclenchée, qui a été faite sans déstabiliser les marchés financiers. Donc ça, c'est un sujet propre. Le deuxième sujet, effectivement, en Europe, la conjoncture n'est pas aussi, j'allais dire, pas aussi solide, entre guillemets. En tout cas, le marché du travail n'est pas aussi tendu. Donc, l'économie européenne pourrait supporter un peu plus de ce qu'on appelle gradualisme dans l'augmentation des taux, c'est-à-dire des augmentations de taux un petit peu plus étalées dans le temps. Ceci étant dit, si on prend un petit peu de recul et qu'on voit les choses de façon historique, les banques centrales principales, que sont la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, sont toutes engagées dans des mouvements de normalisation de niveau des taux par rapport à des niveaux qui sont historiquement très bas. Donc le point de départ pour l'ensemble de ces banques centrales, il est effectivement quand même dans une politique monétaire excessivement souple, et il faut normaliser sans même avoir cette considération cyclique qui diffère de part et d'autre de l'Atlantique. Donc il faut effectivement, d'une façon ou d'une autre, remonter les taux. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est d'une part, jusqu'à quel niveau, donc quel niveau d'intérêt exactement neutre pour la zone euro, en termes nominaux et en termes réels, et puis à quel rythme. Est-ce que ça fait une différence si on fait une augmentation des taux très importante ce mois-ci et le mois suivant, par rapport à des augmentations de taux qui seraient un petit peu plus étalées entre, disons, septembre et janvier l'année prochaine. Donc je pense que la question, elle se situe là aujourd'hui. Oui, effectivement, la rapidité d'action. Jean-Marc Daniel. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une nécessité à moyen et long terme de faire remonter les taux. On ne pouvait pas vivre durablement dans le quantitative easing avec des taux d'intérêt qui étaient des taux d'intérêt négatifs. Oui. C'est une aberration, même sur le plan strictement intellectuel, indépendamment de la dimension économique. Néanmoins, la question qui va se poser assez vite, à mon avis, c'est la
capacité vraiment des banques centrales à utiliser ces taux pour faire baisser l'inflation. C'est-à-dire que comme une partie, et là j'insiste là-dessus, comme une partie significative de l'inflation est importée, est-ce que les taux qui ont permis, effectivement, l'arme des taux qui a permis de se débarrasser de l'inflation dans les années 70-80, est-ce qu'elle est toujours pertinente? On voit bien qu'une banque centrale comme la Banque du Japon ne remonte pas ses taux en disant de toute façon on est en capacité de digérer la situation parce que à 140, $1 est égal à 140 yens, finalement on arrive à bien s'en sortir. Et donc beaucoup de banques centrales raisonnent maintenant véritablement en termes, est-ce que notre action va permettre de digérer cette augmentation du prix des importations? Les banques centrales se posent elles-mêmes la question. Natacha Valla, est-ce que c'est de la crédibilité de la BCE qui est en jeu ici? Alors, il y a une crédibilité signale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est fondamental que les banques centrales montrent au marché et à l'économie de façon générale et aux autres opérateurs de politique publique, de politique économique, notamment la politique budgétaire, qu'elles sont centrées sur leur mandat et qu'elles seront capables justement en étant centrées sur leur mandat et à supposer que les outils soient efficaces, oui. De faire ce qu'il faut. Mais effectivement, je rebondis sur ce que disait Jean-Marc Daniel. On a aujourd'hui une vraie question sur les causes de l'inflation. Et les causes de l'inflation, historiquement, ne sont jamais vraiment les mêmes. On a des facteurs, une somme de facteurs, et ces facteurs-là, on les retrouve d'un point à l'autre de l'histoire, mais le poids de chacun de ces facteurs n'est jamais le même. Or, aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre, et on travaille beaucoup sur cette question, ce qui est dû dans les taux d'inflation réalisés à des facteurs d'offres, ce qui est dû à des facteurs de demande. Et moi, personnellement, j'aimerais bien ajouter, à titre un peu de provocation, mais ce qui est dû aussi à des facteurs que j'appellerais friedmaniens, c'est-à-dire purement quantitatifs. Est-ce qu'on a, alors la réponse spontanément n'est pas forcément oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui, étant donné la quantité de liquidités très importante que les banques centrales ont injectée, et c'est un autre aspect des décisions d'aujourd'hui, d'ailleurs la gestion de cette liquidité excessive et la rémunération de cette liquidité excessive, est-ce qu'on n'a pas dans cet aspect-là un facteur qu'il faut enrayer, ou en tout cas qui ne devrait pas prendre pied sur le lien entre la liquidité et la dynamique des prix. Merci beaucoup Natacha Valla, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous dans 60 minutes business.